On va passer maintenant à la quatrième session. La quatrième session, les diasporas en tant que partenaires et acteurs de développement. Je vous ai parlé du sujet avant qu'on aille à la pause café, donc j'invite directement le panéliste, le modérateur, Monsieur Ali Belhaj, universitaire à l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis, spécialiste des dynamiques migratoires et de développement. Et je vous laisse présenter les différents panélistes. Bien, merci. Donc, sans prendre beaucoup de temps pour faire des présentations, d'abord j'appelle mes chers panélistes. Je commencerai d'abord par Madame Angela O'Day, Madame Laura Blanco et Monsieur Georges Tapatadze. Bien. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir donné cette occasion pour modérer une session réservée aux plus engagés. Votre présence dénote de votre engagement. Et je suis vraiment très ravi de partager avec vous les points qui vont être discutés tout au long de cette session et bien sûr d'accueillir les panélistes que je vais présenter encore davantage tout à l'heure. Je m'appelle Ali Belhaj. Ali Belhaj pour ceux qui ne prononcent pas le H. Et en parlant d'âge, je suis jeune retraité de l'enseignement supérieur. Donc, je peux prendre toute mon aise pour vous parler pendant des heures et des heures, mais je sais que le temps fixé par les organisateurs ne me permet pas de faire ce beau travail que j'admire de plus en plus. Bien, donc, pour 45 minutes en tout et pour tout, on va discuter d'un point essentiel relatif, bien sûr, à la gouvernance de l'engagement de la diaspora sous ses différentes dimensions, mais plus particulièrement de vous écouter. Je serai parmi les modérateurs les plus démocratiques pour vous donner la parole à la fin de la séance pendant une dizaine de minutes et merci de ne pas en abuser. Donc voilà, et vers 16h45, je céderai bien sûr le floor pour les sessions de clôture. Bien. Alors, aujourd'hui, on accueille Madame Angela O'Day, chef de division Diaspora, Direction des citoyens et de la diaspora de l'Union africaine, et qui dirige la coordination des politiques continentales et les cadres sur l'engagement de la diaspora. On accueille aussi avec plaisir Madame Laura Blanco, conseillère au sein de la mission permanente de la Colombie auprès des Nations Unies. Et de par cette position, elle contribue au positionnement, bien sûr, de la Colombie au niveau de l'engagement de sa large et diverse diaspora. À ma gauche, Monsieur Georges Tapatadze, directeur de département consulaire du ministère des Affaires étrangères de la Géorgie, et il serait plutôt interpellé pour apporter des perspectives sur l'expérience réussie de la Géorgie dans l'institutionnalisation de l'engagement de la diaspora. Donc, les présentations étant faites, la question centrale de ce panel, c'est quelles structures et quels partenariats sont nécessaires pour transformer l'engagement des diasporas en stratégie de développement durable, coordonnée et à long terme. Alors, pour traiter cette problématique générale, bien sûr, on va poser une série de questions à nos panélistes qui peuvent s'exprimer
et pour traduire effectivement ce caractère international et inclusif de la question de la diaspora, ils peuvent s'exprimer que ce soit en anglais, en français, ou en espagnol, ou en arabe. Donc, je passerai directement à un premier tour. Et je m'adresse à Madame Odey, plus particulièrement de par votre position. Et selon l'expérience, merci, l'expérience de l'Union africaine, quel type de mécanisme de coordination, à la fois au sein des gouvernements et à travers les institutions régionales, sont essentiels pour intégrer la diaspora de manière plus systématique dans la gouvernance du développement? Thank you very much for your question. From my point of view, or where I sit at the African Union Commission, I would say that it's multi-tiered in a sense that we have various levels, both at the national, regional, and then the continental level when it comes to the issue of or practice of diaspora engagement. So at the national level, of course, through our component whereby we build capacity of member states, from my office, what happens usually is that we, even at that level, we work with partners. And the IOM is one key partner, the UNDP, depending on what issues we want to tackle as well. And then we work with the GIZ, depending on which member state we are dealing with. So then we have at the national level, we have multi-stakeholder institutions which have been mentioned in previous panels already, who have relevance so far as the issue of diasporas or engaging with diasporas are concerned. Then again, we look at the regional level, whereby at the regional economic community level, so far we have just the EAC, and then somehow we have IGAD that we engage looking at issues of diaspora for development or diaspora as development actors going on. However, at the continental level, we work with member states, we work with diaspora networks, and please bear in mind that I'm using networks because at the continental level, we hardly deal with organizations. What we do is look at a concretization of organizations which have an umbrella body, so that we engage that umbrella body at that level, and then we proceed with the engagement process, looking at how they influence policies, various frameworks that we have in place, and then friendly mechanisms that member states can emulate at the national level so that they can thrive more sustainably with their diaspora engagement processes. One defining thing that we also do is to ensure that on one level, the capacities of member states are being developed, but on the other hand, we all know of the fragmentation when it comes to especially the issue of African diaspora, which we understand, of course, that most of them work in silos, but then again, it's very important for us to actually see to it that we build them up so that they are well organized. What we do is using best practice examples or lessons learned, we do some hand-holding sessions. So for example, we have the Africa-Europe Diaspora Platform that we usually engage when it comes to Europe, and then they had an advisory body, their organigram, structure and all, and how they how the mode of reporting is. So we pass it on to, for example, the African Unity Sith region in Canada, which represent the Americas, or we actually
borrow as well from the African Diaspora Network in Silicon Valley, which has been already mentioned, their mode of actually operation, and then we sell it out to probably the Pan-African Australasian Diaspora Network in Australia. So we do these things so that diaspora networks are able to learn from each other and then leverage the kind of partnerships that they envisage that they would want to carry across. Then, in culmination, we used to have what we call the Diaspora Focal Points Workshop. The last one was actually held sometime in 2018, which brings together diaspora reps. Then we have member states. Then we have academia on board to bring a balance to the discourse, whereby we have good practice examples of various member states so that others are able to glean from this. And then we have elections whereby we look at diaspora representation, because at the African Union, we have our diaspora program has two core components. We have streamlining, mobilizing and streamlining diaspora engagement towards the continent's success or development. Then we have seeing how best to harness the diaspora towards representation or participation. And this is embedded in our amendment protocol to the Constitutive Act of the African Union, Article 3Q, which seeks to actually invite diaspora's participation in the African Union and its processes. And then we look as well as the Global African Diaspora Summit Declaration of 2012, which was held in South Africa, which acts as our diaspora strategy at the continental level, whereby we use that to actually carry out our affairs, day-to-day affairs going forward. Thank you. Merci. Donc, dans la foulée de ce que vous venez de dire, effectivement, au niveau des expériences des États membres, etc., comment ces États membres, effectivement, peuvent-ils mieux exploiter des plateformes mondiales, comme vous venez de souligner, ou continentales, comme l'Alliance mondiale pour la politique de la diaspora? Thank you very much. Usually we, over a period, we have learned from each other, whereby we have viable platforms, whereby there is consultation going on. For example, there was a study done by the Citizens and Diaspora Organizations Directorate of the African Union Commission, which we had the opportunity of Leon carrying it out, whereby as part of our capacity development for member states, we developed what we call a diaspora engagement self-assessment tool, so that we are able to gauge or assess the performance of member states and where the gaps are, for us to create tailor-made trainings to support them in the diaspora engagement processes in order for them to have not necessarily a smooth, but then a more sustainable engagement process going forward. In view of this, you look at a country like Cote d'Ivoire, and you notice that diasporas were engaged even in the policy-making processes, the policy formulation and all, which is also very vital than talking at diaspora rather than engaging them at that level. Because we have roughly 45 countries with diaspora engagement policies. But then again, are most of them realistic when you delve into them? Do most of them have action plans? How do we actually navigate this space, ensuring that it's not only a policy with a tick, whereby it is warming shelves, but then how do we ensure that we move from one level to the other so that diaspora's rights, responsibilities, roles are actually embedded in some of these things? Issues of protection, issues of consideration when it comes to diaspora interventions. For example, earlier during the day, someone was mentioning engaging with the diaspora. I think it was Frida, engaging with my country or engaging with my
a member state, whereby there are several hurdles along the business model. I can't register a business within maybe 48 hours. It will take months, so on and so forth. We try erasing most of these frustrations that are put in place, sometimes unintentionally, by member states, because it's obvious that member states are at various levels of the engagement process, and they are very interested in bringing transformation, of course, positive transformation, to their various member states using diaspora engagement. But then the key thing is for them to accrue more knowledge and understanding other than just using the diaspora, to say, as ATM machines, but then looking beyond remittances and seeing the value, the true value of diasporas and what they tend to bring. Should they put together very friendly mechanisms in place for diasporas to be able to tap into? So basically, these are some of the things we look at. We look at Nigeria, which actually succeeded. It has been the only African country without any reasonable doubt which has succeeded in floating a diaspora bond in 2017. What are some of the lessons that can be learned looking at Nigeria's example so that we imbibe them in other countries? We look at a country like Cabo Verde, whereby they are leveraging a lot on so far as issues of climate adaptation protection is concerned. What are we learning whereby the diasporas are very interested in investing in these sectors? What are we learning from them going forward, and how can other African countries emulate that which they do? We look at politics, and then we see that so far as the political terrain is concerned, Senegal is a shining example when it comes to participation. They once had a diaspora flag bearer, a presidential flag bearer. What are some of the hurdles that African countries can glean from, and then loosen up certain sectors so that diasporas are able to come in, because all these are part of the incentives that have been mentioned in past panels. Thank you. Merci beaucoup. Donc, après ce tour d'horizon, en tout cas sur les mécanismes à l'échelle africaine, on va se concentrer maintenant, et plus particulièrement au niveau des pays. Et on a le plaisir donc d'avoir Madame Blanco avec nous et pour nous parler des synergies qui peuvent être créées entre l'action de la diaspora et les programmes de coopération internationale. Donc plus particulièrement, la Colombie, qui a une expérience significative en matière d'engagement de la diaspora dans la coopération, les efforts humanitaires et la réintégration. À votre avis, Madame Blanco, quelles sont les synergies les plus promoteuses entre les initiatives de la diaspora et les programmes internationaux? Merci. Funciona. Muchas gracias. Voy a hacer mi intervención en español, así que los invito a todos, los que no hablen español, sé que muchos hablan español, pero los que no, los invito a utilizar sus aparatos de traducción. Bueno, quand même, je vais dire quelques mots en français aussi. Okay? La première chose que je veux dire, c'est nous sommes, avec l'ambassadeur Gajon, très, très, très contents d'être ici. On vient de la Colombie. La Colombie est très, très, très loin d'ici. Et je suis vraiment fière parce que ce n'est pas normal que les Colombiens soient ici à l'Académie diplomatique de la Tunisie. Alors, au directeur de migration, merci. Au directeur de l'Académie diplomatique, je ne le vois pas, mais merci aussi à Myriam, à toutes les personnes de la OIM, merci. Et je suis aussi tellement contente de savoir qu'il y a 37 femmes qui sont dans les cours de l'Académie diplomatique. Pour un gouvernement comme le Colombien, qui a une politique féministe, ça c'est... Moi, je suis tellement contente de vous voir, parce que vous êtes là. Je peux vous voir. Merci.
also to the 13 male that are also part, les 13 hommes qui sont partis aussi de l'Académie diplomatique. Quand l'ambassadeur a fait le discours ce matin, on a pleuré ensemble parce qu'on a une personne qui s'est approchée à nous pour dire merci pour ces mots. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué estamos acá? Y me pongo muy emocional y pido disculpas a nuestra moderadora, Ángela George, de Georgia, porque Colombia tiene una historia. Colombia tiene una historia y estoy segura que todos ustedes, todos, conocen como mínimo un colombiano o una colombiana que no es Shakira. Estoy segura, porque hoy en el almuerzo me hablaban del escorpión, de Higuita. Higuita fue hace muchos años. Pero ayer en la mezquita, tratando de comprar cosas, nos decían, yo tengo una cuñada que es colombiana. Y yo le decía, bueno, entonces déjemelo más barato. ¿Sí? Porque los colombianos estamos en todas partes, absolutamente en todas partes. ¿Por qué? Muchos, por supuesto, la diáspora se va a buscar mejores oportunidades, se va a buscar empleo, se va a estudiar, pero Colombia tiene una historia muy larga y desafortunadamente muy triste. Décadas de conflicto armado, décadas. Entonces nuestra diáspora, nosotros no podemos hablar de la diáspora colombiana. La diáspora colombiana tiene un porcentaje de más de 1 millón de víctimas del conflicto armado colombiano. Y eso, agradezco al embajador Gallón que está acá conmigo, cómo lo hemos reflejado nosotros en nuestro trabajo, de muchas maneras. Porque las remesas, lo dijo ahorita Ángela, las remesas no solamente es pongamos un número, las remesas tienen que ser canalizadas también de manera social. ¿Y cómo hemos hecho esto? Y ahí respondo ahora sí la pregunta después de esta introducción. Colombia tiene más de 4 millones de colombianos en el exterior. La mayoría se pasaron a los países fronterizos, a Ecuador y a Venezuela especialmente. Muchos migraron a los Estados Unidos de América, muchos migraron a Canadá. Muchísimos, más de 500.000 colombianos están en España, están en Australia, están en Alemania, están acá. Y Colombia dijo hace 20 años, no podemos dejar que estas personas se desconecten de su país. Así creamos un programa muy lindo que se llama Colombia nos une. ¿Para qué? Primero, para capacitar a nuestros consulados. Cuando estábamos preparando esta sesión, yo le decía al moderador, nosotros tenemos que hablar de los consulados. Los consulados son la puerta de entrada para conectarnos con la diáspora. Son fundamentales. Los consulados no son notarías. Los consulados son nuestra casa. Cuando tenemos un problema en el exterior, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratamos de ir al consulado y que alguien nos escuche. Entonces, esto es un mensaje muy importante para los estudiantes de la Academia Diplomática, que se están formando. Muchos quieren, sí, Naciones Unidas. Yo estoy en Naciones Unidas, pero yo estuve en el consulado donde había más de 40.000 colombianos en Andalucía y Extremadura. Eso para mí fue algo que me cambió la carrera, porque pude conectar con los colombianos. Entonces, ¿qué hizo Colombia nos une? Colombia nos une dijo, la gente se nos está yendo, conectémonos con ellos, mantengamos el vínculo, capacitemos a los consulados, ayudemos a nuestros colombianos a migrar y ayudémoslos a devolverse cuando se puedan devolver. Eso hicimos. ¿Qué más hicimos? Creamos programas para que pudieran invertir socialmente dentro de nuestro país, para que dijeran, listo, nos quedamos afuera, pero vamos a enviar dinero para programas sociales en los territorios más alejados. Hay muchas maneras de conectar a los colombianos. ¿Quiénes son los mejores embajadores de Colombia en el exterior? Nuestros artistas y nuestros deportistas, los ciclistas, los futbolistas, las mujeres que juegan fútbol, que juegan tenis, ¿sí? Porque los colombianos se han destacado en muchas áreas y la deportista es una de ellas. Entonces tenemos esa forma de conectarnos. Aprovecho también que está la GIZ acá, porque con la GIZ hicimos un programa muy importante para que los médicos colombianos que se capacitaron en Alemania volvieran a los territorios más alejados a apoyar
a nuestras poblaciones más vulnerables. Y por último, pues también quiero decirles y contarles que con el embajador Gustavo Gallón, que está con nosotros, el embajador es la primera vez que es embajador, él es defensor de derechos humanos y por eso tiene este nivel de compromiso con la humanidad. Estamos haciendo homenajes a las víctimas del conflicto armado colombiano exiliados en Suiza. Hemos homenajeado más de 40 colombianos que tuvieron que salir del país huyendo. Y eso que nos lo permite abrir las puertas de nuestra embajada, que no tiene sección consular, pero abrir las puertas de la embajada para que la gente se acerque, hable y nos cuente lo que le ha pasado. Muchas gracias. Merci infiniment pour ce témoignage très humaniste. Et on est aussi sur des aspects, à la fois certainement, il y a ce que j'aime beaucoup dans la migration, c'est effectivement quand ça nous ramène à des histoires humaines. Et peut-être bien que, bon, pour un peu répondre aussi aux exigences des idées qui peuvent être évoquées ici, parce qu'effectivement, on voit, effectivement, il y a pas mal d'initiatives, mais cela nécessite certainement des leviers tels que la communication, des leviers tels que la collecte de données pour mieux connaître les différentes catégories, différents profils de la diaspora. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclairages là-dessus, et plus particulièrement comment effectivement on peut passer de certaines initiatives individuelles vers des synergies beaucoup plus globales au niveau du développement du pays? Muchas gracias. Bueno, para el tema de los datos, lo fundamental para Colombia ha sido el registro consular. Todas las personas que van a hacer un trámite a nuestros consulados, tenemos más de 130 consulados en el exterior, todas las personas que van al consulado le preguntamos, ¿usted quiere ser parte del registro consular? Sí o no, anotamos todos los datos posibles. OIM nos ha ayudado también a caracterizar esa población colombiana y qué hemos hecho con ese registro consular. Hemos podido ofrecer diferentes servicios de los colombianos que están afuera. Hemos podido categorizar qué están ofreciendo, cómo pueden apoyar a la comunidad y a partir de esos números, que no son exactos, por supuesto no son perfectos, hemos podido tender puentes para que entre los colombianos se apoyen en el exterior. Merci. On passe maintenant, si vous permettez, mais toujours dans cette même logique de recherche, de lecture, d'expérience d'autres pays assez connus sur leur politique en matière d'engagement de la diaspora. Alors, je m'adresse à vous, Monsieur Tapadze. La Géorgie est souvent reconnue pour avoir transformé efficacement ses efforts d'engagement de la diaspora en une approche politique structurée et institutionnalisée. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous partager avec nous les principaux facteurs ayant permis ce succès et comment la confiance institutionnelle avec les communautés de la diaspora a-t-elle été renforcée au fil du temps? So, thank you very much. First of all, it's my pleasure being here with all of you at this very important and very interesting conference and very interesting meeting. Talking about the diaspora, we Georgians in Georgia have a slogan, a united, strong diaspora with close ties to the homeland. And to achieve these goals, we started with the word diasporization. Diasporization of the government at all governance level,
to ensure the whole of government approach to diaspora issues and to strengthen institutional anchoring by facilitating cross-ministerial and multi-level engagement in diaspora issues. One of the important ways to the direction is mainstreaming the diaspora-related issues to the development agenda of the country. Georgia, in 2022, has mainstreamed diaspora considerations into the major development policy document, Georgia's Development Strategy 2030, positioning diaspora as a development, innovation, and resilience partner. Currently, Georgia is working to align diaspora with the green development policies as well. Next step, what we undertook during the previous years is to secure a sustainable funding for diaspora programs. Ministry of Foreign Affairs Profile Diaspora Agency operates the diaspora funds for supporting socio-cultural initiatives by diaspora organization or physical persons in the Georgian diaspora. Programs fund youth engagement initiatives such as Diaspora Young Ambassadors, promotion of Georgian language, culture and sense of belonging to the country. Third measure taken by us is to ensure regular outreach and communication with diaspora. Georgia tries to ensure direct contact with diaspora organizations and high-profile diaspora individuals through digital tools, so-called diaspora web portal, and regular meetings with diaspora in different countries through embassies and different visits to keep them informed on the developments of the country, on business development and investments, opportunities and skills qualification demands in the country. In Georgia now there is a new initiative of municipalities that started operating information, counseling and referral centers, so-called service hubs, to provide information to locals as well, Georgian migrants abroad on the socioeconomic opportunities to promote investing savings from migration into local economic initiatives. Such service hubs are a pilot initiative in 12 municipalities, but we are planning to include made operational at all 64 municipalities countrywide. So these are main three, let's say, measures what we consider as a successful mechanisms. Merci, merci. Je vais être encore plus incisif. Ces programmes, certainement, ont donné lieu à des mesures concrètes. Donc, est-ce que vous pouvez en donner quelques exemples plus particulièrement? Merci. So, particular examples, I just can list these steps made by Georgia. So we, within the ministry, we have a diaspora relations department for developing and maintaining ties with Georgian diaspora communities, coordinating diaspora mainstreaming and diaspora-related programs and initiatives across the government. We have a state commission on migration issues. This is an interagency coordination mechanism on migration and respectively on diaspora issues, and its thematic working group on migration and development. We adopted migration strategy and its action plan for 2021-2030. We have a diaspora engagement platforms and events, diaspora economic forums, have created structured opportunities for diaspora professionals and business people to engage in Georgia's development and explore investment opportunities.
This forum has been key fostering public-private dialogue and long-term diaspora business and diaspora government cooperation. We also have an annual event dedicated to diaspora, so-called Diaspora Day. This event held annually, as I said, on May 27. During this event, among other talks and other discussions, we are awarding diaspora representatives who have made exceptional contribution to Georgia. We are taking part in the Global Diaspora Policy Alliance. We are co-chair with Ireland. It is one of the highest international platform, and we are going to organize next long-scale forum of this platform in Georgia next year. Merci. Merci. Donc, permettez-moi, chers panélistes, d'aller directement sur des mots de conclusion, hein, parce que, effectivement, pour permettre à la salle d'interagir et pour, effectivement, respecter les contraintes du temps. Alors, brièvement, chacun de vous, en 2 minutes, s'il vous plaît, quel est le facteur le plus important qui peut aider à mettre à l'échelle et à maintenir l'engagement de la diaspora en tant que composante formelle et stratégique de la politique de développement? S'il y a vraiment un élément fondamental. Madame Odeh, s'il vous plaît. Thank you very much for your questions. I would, over the top of my head, I would say political will. I would say political will because at the end of the day, it's very important for member states, African Union member states, to make a conscious effort in ensuring that their diaspora engagement is a success. One, there is no way that we would actually make a lot of comments, political comments on diaspora engagement without systemic frameworks in place to make sure that the diaspora, you are building confidence and trust in our diaspora. There is no way that consulates or diplomatic missions, as mentioned earlier, would be hostile towards diaspora when they come in. There was an experience whereby I had an opportunity sometime in 2019 to visit the African Foundation for Development in the UK, and embassies had been invited to the ceremony, and there was no African embassy present. And so you look at some of these things, and there should be that continuous commitment, as knowing that these are hubs for diaspora. Hence, there's the need to deliberately build the capacity of our diplomatic corps into ensuring that they see or they value diasporas as jewels towards our country's development. So in view of that, I would say that the key thing is ensuring that political will in ensuring that monies are committed to diaspora offices. Diaspora focal points are empowered to be able to engage properly. In essence, we are looking as well at seeing that there's a structured coordination mechanism whereby at the end of the day, diaspora focal points or diaspora entities there is a direct reporting line whereby policymakers know what it is. I'll cite a quick example, sir, and stop. The very first session during our opening, we noticed that all policymakers, key stakeholders were here. They are not here now when we are discussing the technicalities.
how do we reach out to them and how do they get these nitty-gritties in order to embed these in policies? So that is a gap that we must consciously look at when we're going forward and we really want diaspora engagement to work. Thank you. Merci. Madame Carla. Okay. Thank you. I'm gonna answer in English for translation things. So, for me, the most important thing is to communicate with your diaspora from the public sector, get involved, get engaged as consular actors, or as ambassadors, get involved, get engaged with the diaspora, talk to them, know what they are doing, how you can help them, know where are they, get really involved with them, listen to them, work with the associations. We have very powerful Colombian associations abroad. We have a very strong civil society. I encourage all of you to talk, and it's very easy. Thank you very much. Merci. Merci. So, I will try to say it in one sentence. This is a state involvement at the highest legislative and political level. Without state involvement, we cannot reach sustainable results towards diaspora. Donc, si vous permettez, pour synthétiser et passer et vous donner la possibilité de vous exprimer, bien sûr. Alors, je pense que pour dresser le tableau général, donc finalement, il y a en matière de gouvernance, il y a cette question de passage d'initiatives individuelles qu'on peut remarquer chez la diaspora dans sa diversité, dans ses différences, en de véritables politiques de développement au niveau des pays d'origine, ce que constitue bien sûr un enjeu majeur en matière de collaboration, d'institutionnalisation, de coordination, en matière de partenariat, en matière de coopération internationale et bien sûr en matière de relations entre les membres de la diaspora, et j'insiste encore, des diasporas dans leur diversité, et on n'en a pas une, il y en a plusieurs, et ça a été démontré à plusieurs reprises, et bien évidemment leur pays d'origine. Donc je pense que les membres de l'auditoire ici, de par leur appartenance institutionnelle ou bien leur parcours académique, etc., ont beaucoup de choses à dire sur la question. Alors, je vous invite à lever la main si vous voulez prendre la parole et à formuler vos questions ou vos remarques d'une manière très brève. Comme ça, on peut procéder à la conclusion et à la séance finale. Merci. Bien. Merci pour la parole, déjà. Je me présente, je suis Rajeb Belhaj. Bon, c'est bon, on n'est pas parents, mais je serais contente d'être parente à vous, au moins pour la qualité d'une personne démocratique. Vous m'avez donné la parole. Voilà. Donc, je suis sous-directrice à la Direction générale du suivi et évaluation des réformes du climat des affaires au ministère de l'économie et de la planification. J'aimerais bien, et je tiens à remercier tous les organisateurs, le ministère des Affaires étrangères et les partenaires de la Tunisie pour cet intéressant et très important événement. Pour la diaspora, bien sûr, la diaspora en général à l'international, mais surtout pour la diaspora tunisienne, et surtout la qualité de tous les panélistes, de leur intervention très fructueuse, votre témoignage très poignant et très plein en émotion, madame. Je voulais juste un peu insister sur le fait que aujourd'hui, pour la Tunisie, surtout cette année 2025, c'est une année très importante et cruciale pour le gouvernement tunisien et bien évidemment pour notre partenaire, la diaspora tunisienne,
Premièrement, parce que durant cette année, on devrait déjà évaluer, clôturer notre plan de développement économique et social 2023-2025, mais aussi préparer le nouveau plan de 2026-2030. Et tout à l'heure, vous avez bien parlé de planification et de l'importance que la diaspora tunisienne soit un partenaire, un contributeur. C'est vrai que c'est un très important contributeur pour les transferts financiers, comme l'a bien souligné mon collègue de la Banque centrale, comme l'a bien aussi souligné le gouverneur de la Banque centrale tout à l'heure. D'ailleurs, j'emprunte ce qu'il a dit, on aimerait bien transformer le capital humain qui est l'atout de la Tunisie, comme l'a été toujours, et j'espère qu'il restera, en un actif financier. Mais notre souhait aussi au niveau de ce nouveau plan 2026-2030, à travers la stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires, c'est aussi d'augmenter ce taux de transfert, mais étendre cette contribution vers de l'investissement concret. Et qu'on aimerait bien, c'est un souhait, que la diaspora tunisienne, elle soit notre levier pour augmenter le taux d'investissement en Tunisie. Et tout le monde sait que la Tunisie, c'est un terrain très attractif pour l'investissement. Et on est en train de faire de notre mieux en tant que gouvernement, à travers le ministère de l'économie, de la planification et toutes les structures qui travaillent dans l'investissement, mais aussi dans la promotion pour la diaspora tunisienne, c'est d'améliorer ce climat des affaires. D'ailleurs, on est en train, en fait, de finaliser la cartographie nationale d'investissement. C'est une plateforme où on pourra trouver pour chaque région, même pour un degré plus pointu, les avantages, les spécificités de cette région pour l'investissement. On a aussi, avec l'instance tunisienne de l'investissement, qui coordonne le projet de la plateforme nationale de l'investisseur, c'est-à-dire digitaliser tout le processus de l'investisseur tunisien ou étranger. Bien sûr, les TRE y sont concernés, mais aussi c'est l'année de la refonte et la révision des textes juridiques à travers la révision de la loi d'investissement. Et ce serait bien sûr notre priorité de donner plus d'attraction et d'incitation aux Tunisiens. Vous avez souligné tout à l'heure l'importance de la communication, et on sait tous que la Tunisie accorde plusieurs avantages aux Tunisiens résidant à l'étranger, mais il serait très, très bien de communiquer un peu plus pour qu'ils aient plus d'accessibilité à l'information et puissent contribuer. Merci beaucoup et désolée si j'étais un peu longue. Merci. Je vois une... Monsieur. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis auditeur à l'Académie et j'aimerais remercier les différents intervenants tout le long de cette journée pour les expériences très riches et très instructives que nous avons eues. Alors, j'ai une question à poser partant de la première intervention du matin, qui rappelle que la diaspora est une source de richesse, non seulement pour le pays de la diaspora, mais aussi pour le pays d'accueil. Alors ma question est simple par rapport aux expériences comparées que nous avons entendues. Est-ce qu'il y a eu des situations où les pays d'accueil ont essayé justement de retenir ces transferts de fonds vers le pays d'origine, où les pays d'accueil ont essayé en fait de s'accaparer cette richesse que constitue la diaspora et de ne pas laisser le pays d'origine de la base en profiter, tant en termes de compétences qu'en termes de rapatriement de fonds ou de rapatriement technologique, etc. Et merci beaucoup. Merci. Alors, il y a madame et puis monsieur. Good morning. My name is Emna Trabilsi. I'm a young diplomat. I joined the Ministry of Foreign Affairs in 2025. Okay. I would like to thank you all for this conference. My question is,
how might digital diplomacy platforms be co-created with diaspora influencers to project a unified African narrative internationally, and what role should the African Union in standardizing such platforms? And thank you. Merci. Monsieur? Ah, la jeunesse. Oui, allez-y. I would like to start by thanking you and everyone who intervened today for the informative and rich interventions. My name is Ghaith Amri. I study at the International Diplomatic Academy of Tunis, where we are today, currently at my first year. Mr. Martin Russell talked earlier about diaspora diplomacy. I'm here today with my colleagues, diplomats, attending this very important event at my point of view. And I think we all would like to know how can diplomacy, or how can we as future diplomats serving abroad in our daily action can help migration policies around the world and effectively promote our diaspora's role. And thank you. OK. Je pense qu'on peut... Il n'y en a pas d'autres? Ah, monsieur, oui. Je vais être un peu méchant, mais c'est la dernière. Bonjour, je m'appelle Raphaël Simon, je travaille à l'Institut français de Tunis et ma question sera notamment pour, excusez-moi j'avais oublié votre nom, Madame Laura, me olvidé todo, la verdad. Sí, primero la quería agradecer por su mensaje importante y con valores humanos increíbles, y de mi parte que viví un año en Bogotá, la agradezco mucho. So my question would be regarding the current policies of the United States towards migrants, as we've seen with the crisis between Gustavo Petro and Donald Trump. What would be IOM or UN's role towards facilitating migrations and diaspora's role in the United States? Thank you. Merci beaucoup. Eh ben, c'est très riche, c'est très varié comme question. Je pense que prenez votre aise de prendre la question qui vous convient le mieux pour répondre. Si vous souhaitez que vous pouvez apporter un éclairage quelconque sur une des questions qui a été posée. Okay. Thank you very much, and thank you very much for your sincere question. Of course, it was a well-known crisis. I cannot tell much about it. It's already on the media. As my ambassador mentioned in his statement at the very beginning, migration is not a crime. And there is no human way of detaining migrants, especially there's no human way of detaining migrant children. This is something we have repeated in every single event where we have been invited. What happened, and I'll be very brief, for the last 2 years in the Darien Gap. The Darien Gap is what puts together Colombia with Panama. It's a very wild forest, very wild. We had 1,000 migrants from more than 120 countries crossing this wild forest every single day. 1,000. You just have to make numbers. And what happened there? What is happening now? This stopped, and now they're very slowly coming back. IOM has been very sincere from the very beginning with the Trump administration. They are, of course, helping from the humanitarian way to help returnees. We have returnees that are going back walking, not only from Colombia, from every single country. They are coming back, they are taking the same steps. It's a very, very sad situation. You have just to Google it. I'm not saying this is not a secret. And this is why we also became one of the main countries of people traveling through our country, because we have an open door policy. So thank you for your question. They are helping us. UNHCR and IOM help us all the time, and we are very thankful with them because they have helped us
always, as a country of origin, as a country of transit, and as a country of destination. The international community, not only the IOM and UNHCR, but also the Red Cross and many, many governments, including the United States of America, have helped us. We host more than 3 million Venezuelan migrants. This is something you cannot forget. 3 million. 3 million. And we regularize them and we integrate them in our society. That's why we are chairing the Global Forum on Migration and Development. And I would like to use this moment to invite you to follow the GFMD that will take place in September in Riohacha, La Guajira, but it's also going to be virtual, it's also going to be hybrid, and I hope you can come to our country that is beautiful, and we're waiting for all of you. Thank you very much for inviting us. Merci beaucoup. Thank you very much. I'm going to answer the question on how the EU can standardize these digital platforms. So actually, the EU has been developing guidelines for various endeavor in migration. We have bilateral labor agreement guidelines, so on and so forth, for member states to access. So in that same vein, CEDAW can actually develop guidelines so that member states will be able to actually develop based on some of these guidelines, so that they will not be the same because context matters. However, they will be able to harmonize some of these things, and it will be easier whenever it comes to the issue of M&E. Thank you. Merci. I would like to answer respond to the question what the new diplomats had to make for the diaspora. I would say you should understand the emotions, their wishes, and to try to convert all of that in the state policy. I think it's very important to understand the needs of diaspora and to bring that needs and their wishes on the level of the state policy. Merci beaucoup, merci. Merci. Le moment est venu pour faire des synthèses et des recommandations, le temps en 2 minutes pour laisser la place à la séance de clôture. Bon, je vais me débarrasser un peu de mon guide d'animation pour être plus à l'aise en ce qui concerne une lecture que je vous propose sur la base de ce que j'ai écouté, de ce qu'on a discuté, de ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que finalement, je vais avancer non pas des idées, mais des verbatims, parce que au fait, toute la question, c'est en matière de gouvernance, cet engagement de la diaspora. D'abord, il y a des principes, si vous voulez, ou bien des règles d'or. D'abord, je pense qu'il est utile de ne pas croire naïvement qu'il y a une seule diaspora. Il y en a plusieurs diasporas, et donc il faut chercher à comprendre ces diversités et chercher à être à leur écoute. Deuxième chose, il n'y a pas une seule forme d'engagement, il n'y a pas que l'engagement matériel. Je pense que ça serait très réducteur de voir que la seule forme d'engagement se limite uniquement à un transfert de fonds ou bien une dimension purement économique. Et les diasporas peuvent exprimer de différentes manières leur engagement. Et je pense que si on part, si vous voulez, de ces règles essentielles pour bâtir des stratégies, pour construire des visions, pour mettre en place des interconnexions multi-acteurs, multi-institutions. Nous avons vu, il y a le secteur privé, il y a le public avec le niveau diplomatique, le niveau institutionnel, le niveau politique. Il y a également la société civile, les organisations internationales, les forums. Il y a une variété d'espaces et d'acteurs où, effectivement, il y a différentes modalités d'exprimer des innovations, de faire de meilleures connexions humaines. Merci beaucoup pour cette formidable rencontre. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à écouter. Certainement, personnellement, j'en ai appris beaucoup et j'espère que ça a été le cas pour vous. Merci à l'Académie.
vive la Tunisie et vive cette diaspora. C'était extraordinaire ce matin. Et donc, merci et à très bientôt. Merci, merci beaucoup à vous. La photo déjà, la photo souvenir. Et les cadeaux. Pour la séance de clôture, je vous invite vraiment à venir un peu plus devant, s'il vous plaît. Essayez d'avancer, de remplir les sièges de devant. Merci beaucoup. Sinon, vous aurez une mauvaise note dans la moyenne. Je parle aux étudiants de l'académie. Voilà une journée qui a été riche, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'enseignements, beaucoup de témoignages. Je suis sûr que tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de recommandations à présenter pour le forum. Ça va nous donner des idées pour l'avenir. J'espère aussi que tout le monde est bien sensibilisé à l'importance du sujet et que l'objectif, ce sera véritablement de briser les barrières et de faire telle en sorte que tout le monde puisse contribuer à son niveau au développement de la Tunisie. Nous arrivons à la session de clôture de cette journée, messieurs. Donc, une journée de dialogue, d'expertise. Pour conclure les travaux de cet atelier, nous avons l'honneur d'accueillir 3 hautes personnalités représentant les institutions organisatrices et les partenaires de ce processus. Monsieur Mohamed Benayed, ministre plénipotentiaire hors classe, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Monsieur Othman Belbeissi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et son Excellence M. Gustavo Gaellon, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève. Leurs regards croisés viendront synthétiser les messages clés de la journée et ouvrir des perspectives de coopération et ancrer les engagements pris aujourd'hui dans une dynamique durable. Donc, Monsieur le secrétaire d'État, si vous voulez commencer. Donc, Monsieur Mohamed Benayed, ministre plénipotentiaire hors classe, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile, chers membres de la diaspora, distingués invités. À l'issue de cette journée d'échange intense et inspirant, permettez-moi de vous exprimer au nom du gouvernement tunisien et en particulier du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, nos plus sincères remerciements pour votre participation active, vos contributions riches et votre engagement commun à faire avancer une vision inclusive et ambitieuse du rôle des diasporas dans le développement durable.
Cette rencontre s'est inscrite dans la continuité des efforts déployés par la Tunisie pour renforcer le lien avec ses ressortissants à l'étranger, en cohérence avec les orientations fixées par Son Excellence le Président de la République, M. Kais Saïd, et plus largement pour inscrire la migration dans une logique de partenariat, de valorisation des talents et de co-développement. Tout au long de cette journée, vos interventions ont mis en lumière la diversité des expériences nationales, la richesse des initiatives la richesse des initiatives de la diaspora et la convergence croissante des efforts des États, des institutions et des citoyens pour faire de la migration une opportunité et non un défi. Les débats ont permis de faire émerger plusieurs messages clés. J'en retiens principalement l'idée selon laquelle la diaspora est loin d'être un acteur périphérique, mais bien un moteur central du progrès économique, social et culturel, capable de relier les territoires, de transférer les compétences, de générer des investissements et de tisser des ponts entre les nations. Ensuite, il est apparu clairement que la réussite de cette mobilisation repose sur des écosystèmes cohérents et agiles qui allient incitation publique, dispositifs financiers innovants, accompagnement personnalisé et reconnaissance symbolique. De nombreuses recommandations concrètes ont été formulées à cet égard, qu'il s'agira désormais de traduire en actions concertées. Je souhaite également souligner que cette rencontre a permis de démontrer que les efforts fournis par notre pays ces dernières années s'inscrivent pleinement dans les objectifs et priorités de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, et du Forum global pour la migration et le développement. J'espère que des initiatives telles que le projet e-consulat, le consulat électronique, la modernisation de nos services consulaires, la consolidation des liens économiques avec nos compatriotes à l'étranger, ou encore l'implication d'acteurs institutionnels tels que la Banque centrale de Tunisie, la Poste tunisienne, la FIPA ou les agences d'investissement régionales pourront servir d'inspiration et s'enrichir à leur tour des expériences d'autres pays frères et amis exposés tout au long de cette journée. Je tiens également à réaffirmer que la Tunisie poursuivra cet engagement dans le cadre d'un partenariat structuré avec l'Organisation internationale pour l'immigration ainsi qu'avec l'ensemble de nos partenariats bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec l'ensemble, et nous comptons capitaliser sur la réussite des programmes clés tels que MOBI TRE ou encore TAM+. J'en appelle aux partenaires internationaux pour investir davantage dans ce type de projets porteurs de richesse et de prospérité et permettant de traiter de façon plus efficace les causes profondes de la migration irrégulière. Nous croyons fermement que l'avenir de la coopération internationale en matière de migration passe par l'innovation, la solidarité et la responsabilité partagée. Notre rencontre en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, l'atelier d'aujourd'hui ne constitue pas une fin en soi, mais un point de départ. Les recommandations de Tunis issues de vos échanges viendront enrichir les travaux du 15e Forum mondial sur la migration et le développement qui se tiendra les 2 et 3 septembre 2025 en Colombie. Mais au-delà du calendrier diplomatique,
nous avons désormais une feuille de route commune à affiner, à mettre en œuvre et à faire vivre dans la durée. Je vous remercie à nouveau pour votre engagement et j'adresse un salut tout particulier à nos compatriotes vivant à l'étranger, véritables ambassadeurs de notre pays à travers le monde. Soyez assurés que votre rôle est pleinement reconnu et apprécié et que notre mobilisation à vos côtés se poursuivra avec conviction et détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour et à très bientôt pour de nouvelles étapes communes et je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur Mohamed Ben Ayed. J'invite maintenant à donner son mot de clôture Monsieur Othman Abelbaïsi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. شكرا جزيلا. اسمحوا لي استكون كلمتي باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا. So, Excellencies, distinguished guests, diaspora members and colleagues, as we conclude today's discussion, please allow me to thank all of you for your active participation and valuable comments and contributions, particularly the Secretary of State to the Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisian Abroad, Mr. Mohamed Ben Ayed. This workshop, as emphasized today and during the Global Diaspora Summit and the Global Compact for Migration, is part of a global recognition of the transformative power of diaspora engagement. As has been demonstrated earlier today, diaspora engagement is a strong driver of sustainable development, and their contributions go far beyond financial remittances, serving as a bridge for knowledge transfer, introducing advanced skills, technology, and global best practices. Diaspora's ability to connect local realities with international opportunities makes them uniquely positioned to drive progress in areas ranging from education, health, to climate resilience, and even launching small and medium-sized enterprises. In this spirit, and as part of the outcomes of the 15th Global Forum on Migration and Development Summit in Colombia, we are pleased to present the following strategic recommendations for diaspora engagement in the promotion of investment and sustainable development, which stem from the rich discussions held during today's workshop, co-organized with the government of Tunisia here at the International Diplomatic Academy. These recommendations to strengthen the role of diaspora communities is boosting investment and sustainable development at the global level. They seek to integrate diaspora engagement into relevant national frameworks, foster multi-stakeholder partnership, and ensure sustainability through structured mechanisms. They are also aligned with the relevant international frameworks, such as the Global Compact for Migration, the Global Diaspora Summit, the Dublin Declaration, and the Global Diaspora Policy Alliance. I will go quickly through the recommendations. So the first recommendation is to establish and strengthen national diaspora coordination mechanisms. And these priority actions for this recommendation are the following: formalize diaspora engagement frameworks at the national and subnational levels. Ensure cross-sectoral participation, particularly from youth and women diaspora networks. Integrate diaspora strategies into broader national development and investment plans. This includes within integrated national financing frameworks to align diaspora contributions with sustainable financing strategies. And once coordination mechanisms are in place, the following recommendation is to facilitate diaspora investment through enabling policies, incentives, and infrastructure.
with the following priority actions. Develop diaspora-specific investment incentive schemes. For example, tax breaks, co-investment, or matched funding mechanisms. Implement regulatory reforms that reduce administrative barriers and improve transparency. Promote blended finance mechanisms to de-risk diaspora investments and support public-private diaspora partnerships. Expand infrastructure readiness by integrating diaspora investments into SEZs and other targeted zones to ensure access to essential services and logistics support. Align all efforts with national financing frameworks to ensure policy coherence and long-term sustainability. And I think the presence of the government of the central bank this morning and his speech was so encouraging and so inspiring in this regard. And to complement these financial and policy frameworks, it becomes important to harness the power of digital platforms to scale diaspora engagement as the third recommendation with the following priority actions. Build or expand digital marketplaces for diaspora investments and entrepreneurship. Leverage fintech solutions to improve financial inclusion for diaspora remittances and investments. Utilize digital tools for continuous communication, feedback collection, and participatory policymaking. In addition, tapping into the vast reserves of human capital within the diaspora is equally important for driving innovation and long-term growth. This is why promote skills transfers and knowledge exchange through diaspora expertise is the fourth recommendation with the following priority actions. Facilitate short-term, virtual, and circular migration programs for skill transfers. Establish partnerships with academic institutions and research centers to leverage diaspora innovation. Acknowledge and highlight diaspora contributions through the incentives or public recognition. And finally, to ensure consistency and global alignment, it is recommended to prioritize fostering peer learning, international cooperation, and data-driven approaches through the following priority actions. Support cross-country initiatives through platforms such as GFMD, IOM's iDiaspora, and other regional fora. Institutionalize systems for the regular collection, analysis, and dissemination of diaspora impact data. Promote international collaboration to align diaspora engagement strategies with global development objectives. By implementing these recommendations, Tunisia, along with other countries, will be able to lay the foundation for a robust, sustainable diaspora engagement strategy, as they will enable diaspora communities to continue playing a key role in shaping the future of development globally. Excellencies, diaspora members, distinguished guests, and colleagues, we would like to extend our sincere thanks to the Ministry of Foreign Affairs of Tunisia for hosting this important event, and to His Excellency Mohammed Ali Nafti, the Minister of Foreign Affairs, for his leadership and support in organizing this gathering. We also express our gratitude to the Secretary of State from the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Mohammed bin Ayad, for his ongoing commitment to facilitating meaningful dialogue on migration and diaspora engagement. Also, all the thanks is linked to all departments within the ministry and all personnel that facilitated this gathering and made it possible, and definitely for the Diplomatic Institute for hosting us today. A special thank you also to all the panelists and moderators who shared their invaluable insights through today's discussions. Your expertise and contributions have been instrumental in moving us closer to achieving our collective goals. We are equally grateful to the representatives from Tunisia and other countries whose participation and engagement are critical in shaping the future of diaspora relations. And definitely big thanks to the interpreters who has been a very important part of this gathering. At the end, the International Organization for Migration looks forward to strengthening its partnership with the government of Tunisia and all stakeholders,
present here today to work on translating the outcomes of this process to concrete initiatives that empower the diaspora community as a key development actors. And thank you. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. Il a été là à l'ouverture, il est là à la clôture, il a tout suivi, il a suivi tous les panels. J'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez très très fort. Non mais vraiment, il n'a rien raté. J'invite son Excellence, M. Gustavo Adolfo Gayon Giraldo, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. On rappelle bien évidemment que la Colombie assure actuellement la présidence du Forum mondial pour la migration et le développement. Votre Excellence. Merci beaucoup, M. Benamor. M. Benadiet, secrétaire d'État, M. Welbeisi, directeur régional de l'OIM, distingués invités, collègues, amis, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement colombien, permettez-moi de réitérer nos sincères remerciements au gouvernement tunisien pour sa gracieuse hospitalité et l'excellente organisation de l'atelier thématique d'aujourd'hui. Je remercie chaleureusement aussi l'Organisation internationale pour les migrations pour son partenariat et son soutien continu dans la promotion d'un dialogue constructif et d'un échange de connaissances dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement. Les discussions d'aujourd'hui ont été à la fois riches et inspirantes. Nous avons entendu de puissants exemples de la manière dont les diasporas du monde entier contribuent au développement durable, en transférant des compétences, en stimulant l'investissement et en influençant les échanges commerciaux et la coopération internationale. Les communautés de diaspora ont un impact significatif. En outre, les stratégies et les initiatives dont nous avons entendu parler aujourd'hui, qu'il s'agisse de mécanismes de coordination, de modèles de transfert de fonds ou d'efforts de numérisation, nous ont montré que l'engagement des diasporas n'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité stratégique. Les idées et les perspectives partagées aujourd'hui constitueront une ressource précieuse pour l'élaboration des politiques inclusives et tournées vers l'avenir afin d'exploiter le potentiel de la diaspora. Le Forum mondial sur la migration et le développement est la plateforme la plus importante de l'agenda globale pour la promotion d'un dialogue ouvert et transparent sur la gouvernance de la migration internationale. Il est basé sur la compréhension de la migration comme un droit, je l'ai dit ce matin et permettez-moi de le répéter, comme une expression naturelle de l'espèce humaine depuis le début de l'existence des hommes et des femmes sur cette planète, et donc comme un droit humain reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi le lien entre cette activité humaine, si naturelle qu'elle est, et le développement est évident. Grâce à une gestion efficace des politiques publiques et non de la criminalisation de la migration, ce lien peut devenir un outil puissant pour renforcer les contributions et les effets positifs de la migration sur le bien-être de nos sociétés dans les pays d'origine, de transit et de destination, c'est-à-dire pour transformer le capital humain contenu dans la migration
en actifs financiers pour l'exprimer dans les termes utilisés par le gouverneur de la banque tunisienne ce matin. C'est pourquoi la Colombie est depuis longtemps un participant engagé du forum. Nous reconnaissons sa valeur unique en tant qu'espace de confiance qui rassemble les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, les entreprises, les maires, les jeunes et les chercheurs universitaires. C'est pourquoi également, en tant que présidente du Forum mondial sur la migration et le développement 2024-2025, la Colombie est honorée de perpétuer cet héritage. Notre présidence est fondée sur une croyance profonde dans le dialogue, l'innovation et l'inclusion. L'axe thématique que nous avons proposé, migration régulière, mobilité de la main-d'œuvre et droits de l'homme, piliers du développement et du bien-être des sociétés, reflète des réalités profondes de notre époque et l'engagement de la Colombie avec la réalisation des droits humains, du développement économique et social de nos pays et avec la paix dans le monde. Comme vous voyez, nous avons mis un accent particulier sur le rafraîchissement de l'espace de dialogue dans le but de rendre les discussions plus informelles et interactives et de promouvoir les opportunités de mise en réseau et de partenariat tout au long du processus du forum. L'un des principaux atouts du forum réside dans sa capacité à rassembler et à présenter des pratiques prometteuses alignées sur nos priorités communes. À ce jour, plus de 260 pratiques et politiques ont été rassemblées sous notre présidence. Nous veillerons à ce que les initiatives discutées ici aujourd'hui soient reprises dans la plateforme du Forum mondial sur la migration et le développement pour les partenariats afin d'encourager la collaboration et la reproduction. La Colombie est convaincue que lorsque nous rassemblons toutes les parties prenantes, nous créons les conditions nécessaires pour obtenir des résultats véritablement transformateurs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à faire du 15e sommet du Forum à Riohacha, département de la Guajira en Colombie, au cours de la première semaine de septembre 2025, un espace qui reflète cet esprit collectif et qui soit utile pour contribuer à surmonter les politiques stigmatisantes de la migration. Ce sommet sera axé sur des solutions pratiques. Les stratégies clés et les idées partagées aujourd'hui alimenteront directement les discussions, soulignant le rôle vital de l'engagement de la diaspora dans la promotion de l'investissement et du développement durable. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous tous pour partager les pratiques inspirantes, échanger des idées innovatrices et de nouvelles approches. Et nous sommes impatients de vous accueillir tous, partenaires et amis, en Colombie. Nous vous remercions une fois de plus pour votre participation, vos idées et votre collaboration. Portons l'élan d'aujourd'hui vers l'avenir, vers un sommet qui produira des résultats tangibles et un programme de migration qui fonctionne pour tous. Ceci dit, permettez-moi de vous inviter pour aujourd'hui à migrer de ce bel bâtiment de l'Académie tunisienne en remerciant sa chaleureuse hospitalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre participation active au cours de cette journée avec des échanges qui étaient fructueux, beaucoup de réflexions. Un grand merci aux organisateurs, aux panélistes, aux modérateurs,
aux partenaires techniques et bien sûr à vous toutes et à tous qui êtes donc avec nous aujourd'hui pour les participantes et les participants. Donc très bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous et au plaisir de vous retrouver dans la suite de ce processus commun. Merci beaucoup. Et la photo souvenir.